Bonjour à tous et un grand merci d'abord, au professeur Mercure et Desjardins de cette introduction et pour la confiance qu'il m'accorde, pendant mon post-doctorat. Aussi un grand merci à Fabien Girard qui a accepté l'invitation du CRDG, de nous rejoindre à Sherbrooke et de nous présenter ses travaux dont les thématiques, rejoignent les miennes. C'est un vrai plaisir d'avoir l'occasion de présenter, nos recherches, et discuter avec toi des semences et des interconnexions et tensions entre propriétés, semences et communs. Donc pour ma part, je vais commencer par insister sur le fait que discuter et débattre des semences, c'est discuter et débattre d'un élément biologique très spécial. Professeur Mercure a commencé à en discuter. Les semences sont vitales, c'est des biens économiques. Elles sont spéciales aussi parce que les semences fusionnent des forces humaines et non humaines. Elles incarnent à la fois l'ingéniosité humaine et l'ingéniosité naturelle, fusionnant ces forces humaines et non humaines, ce qui façonne l'agriculture depuis des millénaires. Je renverse ici le regard exprès pour placer les semences au cœur de mon propos. Si on réfléchit un petit peu, les semences sont l'un des exemples les plus frappants de l'interdépendance entre les humains et les non-humains. C'est un élément biologique vivant qui existe ou préexistait sous une forme sauvage. C'est en quelque sorte le descendant d'une plante sauvage qui s'est adapté aux besoins et envies humains et qui se reproduit au gré du travail des agriculteurs. Chaque semence agricole porte en elle l'histoire d'une alliance, celle du végétal et de l'humain. Sans entrer dans l'histoire des aires de répartition des plantes cultivées à travers le monde, on peut aussi relever que les plantes agricoles et leurs semences se sont adaptées différemment aux cultures humaines. Ainsi, il a été prouvé par des collègues, notamment Christian Leclerc, Vanessa Labeyrie et Géo Coppens, pour ne pas les nommer, qu'il existe une correspondance entre la diversité des plantes cultivées dans une zone et les normes sociales et culturelles. En Afrique, on pourrait dire ainsi qu'à la diversité ethnique se corrèle une diversité agricole. La diversité des variétés est le miroir de la diversité ethnique, en quelque sorte. D'autres chercheurs, dont Frédéric Jankowski, ont pu remarquer que certains agriculteurs parlent des semences comme des membres de leur famille. Les semences ne sont pas des simples intrants, elles sont des témoins, des alliés, des partenaires sociaux. Sans tomber dans une vision idéalisée ou romantisée de l'agriculture ou des petits agriculteurs, on peut dire que les agriculteurs et les variétés agricoles partagent ensemble une relation de coévolution dont les fruits participent à la reproduction des sociétés humaines et à la reproduction des plantes cultivées. Une autre caractéristique essentielle des semences qui les rendent si spéciales, c'est qu'elles ne s'épuisent pas, mais se multiplient quand on les cultive, contrairement à d'autres ressources naturelles. Qu'est-ce que ça signifie? Que l'utilisation par un agriculteur de la semence ne privera pas quelqu'un d'autre de l'utilisation de la variété. Au contraire, la semence cultivée se multiplie. Avec une semence de tomate, on obtient des centaines de semences de tomates. L'utilisation de la semence par un agriculteur dans ses champs augmentera la disponibilité de la variété dans le milieu. Et en cela, les semences sont très différentes d'autres ressources naturelles, comme les arbres dans les forêts ou bien les poissons dans la rivière ou dans la mer, qui, une fois prélevés, utilisés, sont quelque chose qui est disponible qui est disponible dans le milieu. Les semences donc, ne se prêtent pas à une logique de rareté. Tant qu'il y a des semences, on peut les cultiver, les multiplier. Et dès lors, la productivité augmente non pas lorsque les semences sont contrôlées et privatisées, mais lorsqu'elles sont partagées. Les semences ne sont pas rivales. Toutefois, une variété peut disparaître au profit d'une autre. Et même plusieurs variétés peuvent disparaître au profit d'une variété. Les monocultures qui ont été promues depuis la première révolution agricole jusqu'à la révolution verte ont ainsi entraîné la disparition de milliers de variétés. Dans sa première évaluation mondiale des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture à travers le monde, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a estimé que 75% de la diversité des ressources phytogénétiques a été perdue entre 1900 et 2000. D'après la dernière évaluation mondiale des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture qui a été publiée cette année en 2025, les variétés des agriculteurs subissent encore un risque important d'érosion à cause de leur marginalisation et de leur remplacement dans les zones rurales. L'homogénéisation des cultures agricoles et des produits alimentaires ne cesse de progresser. Use it or lose it, disait mon ancien directeur Selim Louafi.
Et par use it, il faut comprendre, utiliser l'ensemble de la diversité cultivée et non seulement certaines variétés en abandonnant les autres. Que se passe-t-il si tous les agricultrices, si tous les agriculteurs se mettent à cultiver du maïs jaune? Restera-t-il du maïs blanc et rouge? Restera-t-il du sorgho? J'y reviendrai. Okay. Je vous propose le plan suivant pour ma présentation et mon analyse donc, du droit applicable, droit étant entendu au sens large. Nous allons partir du droit international, plus particulièrement du droit international du commerce et de l'obligation qui a été faite en 1994 à tous les États membres de l'Organisation mondiale du commerce d'adopter un système de propriété intellectuelle pour les variétés végétales. En gardant une approche top-down du droit international au droit local, nous aurons ensuite interrogé l'effectivité d'un système de propriété intellectuelle pour les variétés végétales en prenant l'exemple des semences certifiées de maïs au Burkina Faso. Troisièmement, nous interrogerons la coexistence de ce système avec les modes coutumiers de partage des semences à l'échelle locale et je finirai par des conclusions et des recommandations. Une obligation internationale d'adopter un système de protection de l'innovation végétale a été adoptée en 1994 au moment de la création de l'Organisation mondiale du commerce et de la signature de l'accord de Marrakech. En tout cas, le point de départ, je vous propose aujourd'hui. Pendant les négociations qui ont conduit à l'acte final de l'Uruguay Round, les États avaient convenu d'établir des règles et disciplines nouvelles en matière de propriété intellectuelle. Ça ne concernait pas seulement les semences, évidemment, mais toutes les matières. Et ils identifiaient qu'un régime de propriété intellectuelle à l'échelle multilatérale était nécessaire pour éviter les barrières non tarifaires au commerce. Donc leur objectif était d'uniformiser le cadre réglementaire et de dynamiser les échanges commerciaux et la production et l'échange de marchandises à travers le monde à travers un régime de propriété intellectuelle multilatéral. Plusieurs pays développés souhaitaient conclure un accord d'une très large portée. Ils retenaient que les brevets devaient s'appliquer à toutes les inventions et dans tous les domaines technologiques, y compris dans le domaine végétal. Les pays en développement, quant à eux, se disaient préoccupés par la possibilité d'une surprotection par ces droits de propriété intellectuelle. Certains se sont opposés à une intégration trop poussée des droits de propriété intellectuelle, craignant une augmentation des prix. C'est notamment le cas de la Thaïlande, du Mexique ou du Brésil. Et pour certains pays en développement, l'inclusion des droits sur le vivant aussi n'était pas appropriée car ces droits appartiennent à une catégorie distincte et sui generis. L'Inde et le Brésil se positionnent en faveur d'exceptions à la brevetabilité. Ils affirment qu'il est vital pour les pays en développement de pouvoir exclure de la brevetabilité certains produits et procédés pour des raisons d'intérêt public, de santé et de nutrition. Les États parviennent à s'entendre et à la clôture du cycle de l'Uruguay et adopter l'accord de Marrakech avec en annexe 1C l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l'accord sur les APIC qui constitue aujourd'hui l'accord le plus large et le plus complet dans le domaine de la propriété intellectuelle. L'enjeu de cet accord, c'est de contribuer à protéger les innovateurs et leurs innovations, compte tenu des investissements en temps et en argent nécessaires à l'élaboration d'une innovation, tout en favorisant l'accessibilité des technologies et des connaissances. L'article 27 de l'accord sur les APIC illustre bien les divergences entre pays développés et pays en développement que je viens d'exposer. Il est formulé de manière relativement flexible. Il prévoit que toute invention peut être brevetée dans tous les domaines technologiques, à condition que cette invention soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Les États disposent donc d'une marge de l'article 27 offre cependant, c'est le passage que j'ai mis en rouge, une flexibilité et la possibilité d'exclure de la brevetabilité les végétaux, à condition de prévoir la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace ou par une combinaison de ces deux moyens. Les États ont donc une marge de manœuvre pour transposer l'article 27. Ils peuvent utiliser le système des brevets ou créer de toutes pièces un système sui generis efficace. L'accord APIC ne l'interdit pas, il le prévoit au contraire explicitement. Mais en pratique, peu d'États ont créé de toutes pièces un système sui generis efficace.
Et pour cause, que signifie système sui generis efficace? L'Organisation mondiale du commerce ne le dit pas. Et les États se sont majoritairement tournés vers un modèle existant, soit vers le brevet, soit vers un modèle sui generis existant et clé en main, celui de l'Union pour la protection des obtentions végétales, que je vais analyser aujourd'hui. Donc, dans les années qui ont suivi l'adoption de l'accord sur les ADPIC de l'OMC, de nombreux États ont adhéré au système sui generis de l'Union pour la protection des obtentions végétales, l'UPOV. En 2025, 80 États sont membres de l'UPOV, 18 sont en cours d'adhésion et 28 autres encore ont sollicité une assistance législative à cette fin. En somme, une grande partie du monde fonctionne avec le système de l'UPOV qui permet à des sélectionneurs d'obtenir des droits exclusifs sur des variétés distinctes, homogènes et stables qu'ils auraient développées. Pourquoi ce succès? Certainement car il est plus facile de s'inspirer de standards ou d'un modèle international existant que de créer un système sui generis de toutes pièces. Le système de l'UPOV, c'est un système clé en main dont la compatibilité avec l'accord sur les ADPIC est établie. De plus, au cours de la décennie qui a suivi l'adoption de l'accord sur les ADPIC, les États-Unis et la communauté européenne ont négocié un nombre croissant de traités bilatéraux et régionaux de commerce et d'investissement avec des pays en développement, et beaucoup de ces traités imposent l'adhésion à l'UPOV, et notamment à sa convention de 1991. Mais en dépit de ce succès, le système de l'UPOV est vivement critiqué par les ONG et par les organisations paysannes, car ce système ne protège que les variétés distinctes, homogènes et stables, excluant la majorité des agriculteurs. Parce que dans leur très grande majorité, les variétés des agriculteurs ne répondent pas à ces critères, se distinguent au contraire par leur hétérogénéité, par leur diversité. Deuxièmement, ce système permet aux obtenteurs d'interdire certains usages de la variété et d'exiger une rémunération. Les semences des variétés protégées par le système de l'UPOV ne circulent pas toutes librement en vertu de ce système. Or, dans de nombreux pays, les agriculteurs n'ont pas les moyens d'acheter des produits privatisés et protégés. Ce système, dès lors, accentuerait les iniquités entre les pays développés et les pays en développement, et il constituerait une entrave au transfert des technologies. Et finalement, une autre critique importante du système des obtentions végétales est qu'il contribuerait au remplacement des variétés locales par des variétés modernes. L'idée que l'UPOV favorise le remplacement des variétés locales est aujourd'hui au cœur des critiques formulées par certaines ONG, organisations paysannes et chercheurs. Mais ce lien de causalité n'est ni automatique ni linéaire. Car contrairement à ce qu'on peut lire parfois, ce système n'interdit pas en soi la circulation ou la commercialisation des semences de variétés locales, des semences qui ne seraient pas issues de variétés protégées. Alors comment explique-t-on ce remplacement? Est-il le fruit d'un choix des agriculteurs? Est-ce une contrainte économique, technique ou réglementaire? Dans quelle mesure le système de l'UPOV affecte-t-il les pratiques agricoles millénaires et l'utilisation des variétés non protégées? Alors, pour comprendre le phénomène du remplacement des variétés, nous allons prendre un exemple et nous rendre au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, un pays membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI, qui a adhéré au système de l'UPOV le 10 juillet 2014. Au Burkina Faso, le taux d'adoption des variétés protégées par le système de l'UPOV ne dépasse pas les 20%. D'emblée, on peut donc parler d'une effectivité relative. Cela dit, certaines variétés ont beaucoup de succès, notamment la variété Komsaya, qui est une variété de maïs hybride obtenue par l'INERA, qui est une des institutions nationales de recherche agricole du Burkina Faso, institution donc publique. Je prends cette variété, la variété Komsaya, comme exemple, parce qu'elle a été développée et promue par le secteur public du pays pour lutter contre l'insécurité alimentaire par l'augmentation de la production. Le code variétal avec lequel cette variété a été enregistrée au moment de son obtention par l'INERA est SCHV45, mais dans le langage courant, on parle de la variété Komsaya, qui signifie « fini la faim » en maoré. La variété Komsaya est une variété de maïs jaune à haut potentiel de rendement, soit 8 à 12 tonnes l'hectare. Cultivée sur 1 hectare, elle permettrait de nourrir pendant 12 mois 42 adultes. Mais ces rendements supposent une bonne maîtrise des conditions de culture. Tous les facteurs de production, eau, fertilisants, semences, produits phytosanitaires doivent être utilisés de façon optimale pour arriver à ces rendements.
La variété est appropriée pour la transformation, par exemple pour faire du couscous ou des farines qui sont utiles à la préparation du thau, le plat national des Burkinabés. Le thau était traditionnellement réalisé avec de la farine de sorgho. Mais avec le succès des nouvelles variétés de maïs, au Burkina Faso notamment, comme le Saya, mais d'autres variétés, Barca par exemple, ce succès a fait que le plat national est maintenant souvent réalisé à partir de maïs. Et ici, on peut même s'interroger non sur le remplacement d'une variété par une autre variété, mais par le remplacement d'une espèce par une autre espèce. Alors, le maïs jaune remplace-t-il progressivement le sorgho à travers le Burkina Faso? La réponse est bien plus nuancée. Il est vrai que la recherche sur le maïs bénéficie d'un net avantage historique. Elle a commencé au Burkina Faso en 1964, contrairement à 1984 pour le sorgho. Et désormais, il y a des variétés de sorgho qui sont inscrites au catalogue national et la recherche s'y intéresse de plus en plus. Mais le constat reste clair. Dans de nombreuses régions, les champs autrefois consacrés au sorgho sont aujourd'hui emblavés en maïs. Rapidement, je vous présente la chaîne d'approvisionnement en semences certifiées comme Saya au Burkina Faso afin d'illustrer l'ampleur de l'investissement nécessaire pour rendre effectif le système de l'UPOV. D'abord, l'INERA, qui a obtenu la variété comme Saya, fournit chaque année des semences à des producteurs semenciers, des semences qu'on appelle des semences de pré-base ou de base. Ces semences qui sont représentatives de la variété comme Saya. Les producteurs semenciers, et la profession n'est pas ouverte à tous, doivent posséder des capacités matérielles et techniques importantes et déclarer leur culture auprès de l'État. Leur mission doit être de produire des semences certifiées, non pas des grains pour la consommation. Leur champ est destiné à la production de semences certifiées. Les producteurs donc vont acheter leurs semences et intrants nécessaires à l'INERA, puis ensemencent leur champ. Et pendant le processus de production, à plusieurs reprises, leurs parcelles vont être inspectées par les autorités publiques qui vont vérifier l'antécédent cultural de leur champ, parce qu'on ne peut pas cultiver des semences de maïs sur un champ qui a déjà été utilisé pour du maïs à l'année précédente. Ils vont vérifier aussi les distances d'isolement de ce champ de production avec d'autres champs. Ils vont vérifier l'origine des semences et surtout l'absence de repousse ou d'hybride naturel. Et la tolérance pour les plantes hors type de la variété comme Saya est très faible, c'est 0,60%. À la récolte, les producteurs vont conditionner et regrouper les semences selon un protocole strict. Et à ce moment-là, ce sont des agents du contrôle, des contrôleurs, non plus des inspecteurs, qui vont intervenir. Ils vont prélever des échantillons de semences dans les sacs de semences des producteurs semenciers et les envoyer dans un laboratoire. Les analyses doivent confirmer que la production respecte les normes de qualité pour la variété comme Saya. Si les résultats sont conformes, les semences sont reconditionnées, étiquetées et scellées, devenant officiellement certifiées. Conformément à la loi burkinabé, seules les semences ayant suivi cette chaîne rigoureuse peuvent être commercialisées. Cette chaîne d'approvisionnement offre plusieurs avantages. Elle offre une source de revenus importante aux producteurs semenciers, renforçant ainsi leur rôle économique dans la filière. Elle permet la multiplication de semences de variétés à haut rendement, ce qui augmente la productivité agricole. Grâce à ces semences, les agriculteurs peuvent produire davantage de maïs, améliorer leur commercialisation, leur accès au marché, notamment national et régional, contribuer à l'autosuffisance alimentaire du Burkina Faso, avec un impact potentiel positif sur la réduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire. Cependant, il faut aussi comprendre le pendant, qui est que l'essentiel des ressources publiques est concentré sur le développement et l'organisation de cette filière de semences certifiées au détriment de la conservation des semences paysannes et de la promotion de l'agroécologie. Les investissements dans cette filière atteignent plusieurs centaines de milliards de francs CFA, incluant aussi des subventions importantes. Car le Burkina Faso rachète une grande partie de la production de semences certifiées pour les revendre ensuite à des prix subventionnés aux agriculteurs, ce qui soulève des questions sur la durabilité économique de ce modèle et sur la dépendance des agriculteurs à ces semences subventionnées. Ces subventions sont importantes pour faire connaître des variétés à haut rendement, mais favorisent aussi l'adoption d'itinéraires de production techniques et normés, ce qui peut entraîner une érosion de la biodiversité agricole et une perte de savoir paysan.
Par ailleurs, on peut observer qu'il y a un fossé entre ce système de production et de promotion des semences certifiées et des logiques paysannes et pratiques paysannes qui sont enchâssées dans des normes coutumières. Et je précise d'emblée la posture adoptée. Il ne s'agit pas pour moi de présenter l'ensemble, d'avoir la prétention de présenter l'ensemble des normes coutumières du Burkina Faso, ce qui serait impossible, ni d'analyser ces normes pour elles-mêmes, suivant une approche décoloniale qui m'a été inspirée de l'anthropologue Eduardo Vivero de Castro. Mon objectif est plutôt de mobiliser ces normes comme point d'appui pour réinterroger les référents juridiques occidentaux. Je prendrai donc quelques exemples de normes que j'ai pu observer dans un village du Burkina Faso pour réinterroger les cadres légaux. Et il faudra se garder de trop de généralités par rapport à ces normes coutumières. Ce qui vaut dans ce village burkinabé ne vaudra peut-être pas dans un village voisin ou dans un autre pays. Pour commencer, donc, voyons que dans ce village, il n'est pas rare que les variétés soient nommées en référence au patrimoine collectif des groupes ethno-linguistiques. Par exemple, on va distinguer le Gombo des Mossi et le Gombo des Nouni. La communauté ethnique que forment les Mossi partage et cultive de manière traditionnelle un Gombo qui est différent de celui des Nouni. Et les semences de ces variétés s'échangent majoritairement au sein du groupe ethnique, mais pas seulement. Ainsi, la variété de Gombo des Mossi a plus petits fruits, mais à cycle court, qui se récoltent plus rapidement, circule majoritairement entre les Mossi, mais les Mossi en donnent également aux Nouni. Et parallèlement, la variété de Gombo à plus gros fruits, mais à cycle long des Nouni, circule majoritairement entre les Nouni, mais les Nouni en donnent également aux Mossi. Les agriculteurs réfèrent à des généalogies qu'on peut qualifier de plus qu'humaines. Et plutôt qu'une propriété, on peut considérer que les semences et les plantes cultivées, transmises de génération en génération, coévoluent avec les agriculteurs et leurs groupes. Et par ailleurs, c'est une anecdote que je trouve très révélatrice. Dans le village, les semences certifiées, et notamment les semences certifiées de maïs, sont parfois appelées Nassar Bamboudou, ce qui signifie en français semences des Blancs. Ce qui est plutôt logique quand on y pense. Ce sont des semences qui respectent les règles édictées par l'Occident. L'idée d'un attachement filial entre les Occidentaux et les semences certifiées est parfois évoquée en miroir des relations que les communautés rurales tissent avec leurs propres variétés. Et même si les semences certifiées ont été obtenues par des chercheurs et des institutions nationales burkinabées. Le deuxième point à souligner est que traditionnellement, les savoirs agricoles se transmettent de génération en génération. Cette transmission s'inscrit dans la continuité des pratiques paysannes au sein des familles et communautés. Avec les semences certifiées, qui rendent disponibles des variétés protégées par des droits de propriété intellectuelle, ce sont désormais des savoirs techniques et l'achat d'intrants dans des boutiques agréées qui sont promus. Les semences sont achetées dans des points de vente et non plus obtenues à travers les réseaux communautaires. La transmission intergénérationnelle a une valeur moindre et les semences ne véhiculent pas le même héritage culturelle ni la même charge symbolique ou spirituelle. Ce que je vous propose encore d'observer, ce sont les modalités avec lesquelles les semences circulent dans le village burkinabé. Car si la loi burkinabé interdit toute commercialisation de semences non certifiées, ces semences continuent de circuler selon des logiques propres aux communautés rurales, et d'ailleurs ce n'est pas sanctionné. C'est sanctionné dans la loi, mais pas par les agents de l'État qui seraient sur place. Et circulent aussi des semences issues de variétés protégées qui sont reproduites dans les champs des agriculteurs. Donc les dons sont fréquents, notamment pour des espèces dites sous-utilisées comme le mil ou le sorgho, ou des espèces marginales comme l'oseille ou le gombo. Ces dons interviennent souvent en période de vulnérabilité à l'approche de la saison des semis et visent à assurer la sécurité semencière et alimentaire de la personne qui demande la semence. Car encore une fois, les semences ne sont pas... ces dons s'inscrivent dans une logique altruiste, mais pas que, car les semences sont des biens non rivaux, ce qui signifie que donner des semences va permettre à la personne qui donne de s'assurer d'une accessibilité future aux semences de la variété donnée en cas de besoin, puisque ces semences vont être multipliées et mieux disponibles dans le milieu.
En dehors de ces situations, on peut observer aussi que les semences font l'objet de trocs, des échanges qui permettent aussi l'élargissement des stocks des agriculteurs, la diversification des cultures et qui implique une contrepartie variable selon la relation entre les protagonistes au troc. Et ensuite, des ventes donc, ont lieu sur selon 3 modalités. D'abord, des ventes qui peuvent être entre amis, voisins, affins d'une même parenté, qui vont concerner essentiellement des semences issues de variétés protégées, donc qui ne sont plus certifiées, mais qui viennent du système dit formel. Il y a aussi des ventes sur des marchés locaux, notamment à l'approche de l'hivernage. Sur ces marchés qui jouent un rôle important pour la sécurité semencière des agriculteurs, on trouve plutôt des grains que des semences à proprement parler. Et les relations d'échange sont souvent plus impersonnelles, donc plus incertaines, ce qui, en tout cas, a été critiqué dans le village. Et enfin, les semences certifiées sont vendues dans des boutiques agréées par des vendeurs enregistrés. La loi burkinabé sur les semences ne reconnaît que cette dernière modalité, ce qui marginalise les formes de partage autres, pourtant essentielles à la résilience semencière locale. Finalement, dans le village burkinabé visité, il y a une division genrée du travail agricole et des plantes cultivées. Les femmes cultivent davantage d'espèces minoritaires, davantage de variétés potagères. J'ai mis du gombo, de l'aubergine, du bissap, même si le bissap n'était pas cultivé dans le village du Burkina Faso, mais plutôt au Sénégal. Tandis que les hommes cultivent essentiellement des variétés de céréales, du mil, du maïs, du sorgho. Dès lors, si les variétés qui sont promues par le système formel sont des céréales, ce sont bien des activités masculines qui sont favorisées. J'en arrive à la conclusion et aux recommandations. Ma première recommandation serait de reconnaître juridiquement l'ensemble des variétés du territoire national et les droits des agriculteurs d'en partager les semences. L'enjeu est que le système juridique participe à un rééquilibre des forces en présence pour que les variétés protégées ne soient pas cultivées au détriment de l'agrobiodiversité. Il s'agit aussi de légitimer des pratiques agricoles vivantes qui n'ont qu'une raison d'être sanctionnées. Le Burkina Faso a amorcé un pas dans cette direction à travers une loi adoptée en 2019 et son décret d'application promulgué en 2021. Ce décret reconnaît expressément aux agriculteurs et aux communautés locales le droit de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre des semences paysannes ou du matériel de multiplication. Il affirme également, et c'est une grande innovation dans le domaine, que les communautés détiennent des droits de propriété sur les ressources phytogénétiques et les savoirs traditionnels associés, des droits qui sont fondés sur leurs propres coutumes, traditions ou normes locales. C'est ce que précise l'article 4 de la loi et l'article 2 du décret. Le Burkina se positionne ainsi comme un acteur pionnier en Afrique de l'Ouest en matière de reconnaissance des droits des agriculteurs. Toutefois, cette avancée reste partielle parce que la loi encadrant la commercialisation des semences végétales, qui est une autre loi, continue en effet de sanctionner sévèrement la mise en circulation des semences non certifiées avec des amendes allant de 2 à 20 millions de francs CFA. Il en résiste une contradiction entre les textes, ou du moins une reconnaissance incomplète, qui devrait justifier peut-être une réforme, malgré qui est due aussi à des tensions et des orientations entre les différents ministères, ministère de l'Agriculture, ministère du Commerce, ministère de la Recherche, qui ne se sont pas nécessairement entendus à ce jour. Ma deuxième recommandation serait de reconnaître la pertinence des banques communautaires de semences, de les promouvoir et de les institutionnaliser. L'objectif, je ne sais pas si vous savez ce qu'est une banque de semences, mais pour être très bref, c'est comme sur la photo, une maison de semences finalement, où on va regrouper un petit échantillon des semences qui sont disponibles aux 100 km aux alentours, on va dire, ou ça peut être d'autres distances. Donc l'objectif, c'est de valoriser des variétés qui sont cultivées localement et ça permet aussi d'éviter leur disparition et de répondre à des besoins ponctuels des agriculteurs
qui peuvent venir en chercher, les cultiver et revenir redonner à la fin de la saison de culture une petite portion des semences. On en compte aujourd'hui environ 600 dans 21 pays selon un rapport de la FAO. Donc 600 banques de semences ont été recensées dans 21 pays. Il y en a peut-être plus. Et là, il serait intéressant de mettre en perspective cette dynamique de constitution des cases de semences avec le pari autre qui a été fait de miser sur les avantages comparatifs de chacun des pays de l'Afrique de l'Ouest et de la sous-région, de se spécialiser dans la production de semences par espèce, par pays. Ma dernière recommandation est de favoriser une gouvernance inclusive et cohérente de l'agrobiodiversité à toutes les échelles. Il faut sortir d'une opposition binaire entre système formel et système semencier informel et plutôt chercher comment répondre en même temps aux enjeux de sécurité alimentaire, de résilience climatique, de lutte contre la pauvreté et de préservation de la biodiversité, ce qui suppose un dialogue renforcé entre acteurs du commerce et du développement, agents de l'État, scientifiques, agriculteurs. Les agriculteurs en particulier doivent être invités aux tables de prise de décision et ils ne devraient pas avoir à radicaliser ou au contraire à lisser leur discours pour faire face aux pressions ou aux enjeux politiques. Beaucoup d'entre eux cultivent à la fois des variétés protégées et des variétés non protégées selon les cultures. Il est donc urgent d'élaborer un droit qui reconnaisse cette diversité de pratiques au-delà de la binarité, qui dépasse la diabolisation du système formel autant que la romantisation du système informel et qui crée de véritables incitatifs pour les agriculteurs de contribuer au service écosystémique pour les générations futures. Finalement, mes remerciements vont à l'ensemble des partenaires et personnes impliquées dans le projet COEX, dans lequel j'ai fait ma thèse, qui était un projet financé par la Fondation Agropolis et porté par Céline Louafi et Mathieu Thomas du CIRAD, donc dans laquelle j'ai eu la chance de faire ces recherches. Et merci également au FRQ, les fonds de recherche du Québec, et au CRDG qui me permettent de poursuivre mes recherches. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Morgane, pour cette très intéressante présentation qui suscite, je suis sûre, beaucoup de questions, de réflexions, mais je vous invite à les garder pour la période qui va suivre la présentation qui sera faite par le professeur Fabien.